Et bienvenue dans le Moment MMA. Nous sommes le mardi 3 juin 2025 et l'heure est venue, comme à chaque fois, de faire le tour de l'actualité. On commence avec Merab Dvalishvili, le champion des poids coqs, qui défendra sa ceinture ce week-end en main event face à celui à qui il est devenu champion la première fois, justement, Sean O'Malley. C'était en septembre dernier lors de l'événement de la Sphère. Et ce qu'il dit, Merab Dvalishvili, c'est que dans un premier temps, ça a été assez dur pour lui de se motiver. Il ne voulait pas forcément une revanche, il aurait préféré du sang neuf. Maintenant, il est bien conscient que l'Américain Sean O'Malley va avoir fait les ajustements nécessaires pour proposer une toute autre performance, qu'il va avoir appris de ses erreurs. Déjà, il a fait des changements dans son mode de vie. Ça ne fait pas tout, mais forcément, ça met la puce à l'oreille de Merab. Si tu changes ton mode de vie dans l'optique de redevenir champion, forcément que dans la cage, face à un adversaire que tu as déjà affronté et contre lequel tu as perdu, tu vas aussi faire ce qu'il faut pour cette fois t'imposer. Il s'attend, pourquoi pas, à ce que O'Malley réussisse à stopper ses takedowns. Et dans ce cas-là, ça se transformerait en un combat de striking. Et il devra, lui, Merab Dvalishvili, être très vigilant. Parce que dans ce genre de situation, O'Malley est capable de te mettre KO à n'importe quel moment. Et en parlant de KO, on lui a posé la question, est-ce que le moment n'est pas venu pour toi, pour vraiment montrer ta légitimité en tant que champion, de t'imposer avant la limite? La réponse, elle est simple. Bien sûr qu'il aimerait s'imposer avant la limite, mais il ajoute aussi que ça n'est pas facile, qu'il affronte l'élite de l'élite à chaque combat maintenant, et qu'aller chercher une finition est plutôt compliqué. Il tire quand même une certaine fierté à avoir infligé à Oumar Nurmagomedov sa première défaite en carrière lors de son dernier combat, et il ajoute aussi qu'il a été le premier à amener le Russe au sol, ce qui n'avait jamais été fait avant. Pour la suite de sa saison, dirons-nous, il aimerait combattre encore 2 fois. Il cite Cory Sandhagen, ça va lui faire plaisir, lui qui attend depuis un bon moment, lui qui est assez confiant. Il pense que toutes les conditions sont réunies pour que ce soit lui le prochain qui ait sa chance à la ceinture, peu importe qui sera le champion à ce moment-là. Et puis on le sait, on a aussi Patchy Mix qui a signé à l'UFC, ancien combattant du PFL. Lui et Merab se connaissent, ils se sont déjà entraînés ensemble. Maintenant, Merab le dit, si on doit s'affronter, on s'affrontera. D'ailleurs, Pachimix combat ce week-end. Et s'il s'impose, il va prendre le micro et demander sa chance à la ceinture. Ça ne lui pose aucun problème. Sean O'Malley, lui, de son côté, a commencé l'interview en revenant sur le premier combat entre les deux, en septembre dernier, je le rappelle. Logiquement, avec le recul, il le sait, il n'aurait pas dû prendre ce combat, il était blessé, une blessure contractée 10 semaines avant l'événement. Il s'était entraîné du mieux possible, maintenant ça n'avait pas été suffisant, il avait été extrêmement gêné. Il dit aussi, je ne sous-estimais pas Merab Dvalishvili, je savais de quoi il était capable, je savais qu'il était très dangereux, mais j'ai une telle confiance en moi que je pensais qu'il était possible de le battre malgré cette blessure et malgré ce camp d'entraînement très particulier. Après le combat, après la perte de sa ceinture, donc, il s'est tout de suite fait opérer et il a pris 3 mois, octobre, novembre et décembre, pour se remettre. Il a tout axé sur la récupération et il indique aujourd'hui ne pas s'être senti aussi bien depuis plusieurs années, depuis son combat contre Petroyan. Ensuite, il a toujours été blessé. Il n'a jamais pu faire le camp d'entraînement parfait, même si le camp d'entraînement parfait, bien sûr, n'existe pas. Il a pour ambition de combattre jusqu'à 37 ou 38 ans, donc il prend soin de lui. Il ajoute en rigolant qu'il vit dans un spa, il a tout ce qu'il faut, le sauna, les bains chauds, les bains froids, etc. Et puis comme je le disais un peu plus tôt, il a fait de gros changements dans ses habitudes de vie. Il a arrêté les jeux vidéo, il a arrêté les réseaux sociaux, il est beaucoup moins présent avec son podcast, ça lui prenait beaucoup de temps. Il s'est axé sur sa vie de famille, sur des choses un peu plus cérébrales aussi. Il est assez conscient sur le fait que ce n'est pas ça en soi qui va lui faire gagner le combat, mais ça risque d'y contribuer. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur cet événement, n'hésitez pas. Je pense que demain ou après-demain, notre ami de chez UFC Analyse et Pronostic va sortir sa traditionnelle vidéo. N'hésitez pas, foncez et vous apprendrez, j'en suis sûr, plein de choses. On passe maintenant chez les poids lourds et le feuilleton interminable entre Tom Aspinall et John Jones. John Jones, le champion incontesté, va-t-il défendre sa ceinture face au champion intérimaire Tom Aspinall?
Thomas Pinal aujourd'hui nous fait une sortie, c'est le moment de passer à autre chose. Je suis le champion incontesté et je suis prêt à prendre n'importe qui et à faire en sorte que la catégorie soit vivante. J'espère que ça va se faire. Très honnêtement, j'ai envie de voir Aspinall contre Jones. Maintenant, j'y crois de moins en moins. Qui est-ce qu'il faut blâmer là-dedans? John Jones ou l'UFC? John Jones, en soi, il est dans son rôle, il a la ceinture, ça lui permet de faire énormément d'argent en dehors de l'UFC. Est-ce que ce n'est pas à Dana White à un moment de dire stop, c'est fini, j'ai besoin que ma catégorie vive, surtout la catégorie reine. Tu as besoin d'avoir une catégorie poids lourd forte, pardon. C'est vrai qu'actuellement l'UFC ne souffre pas trop de la concurrence, hein. Que ce soit le ONE FC ou le PFL, ça se passe pas très bien pour eux. Donc ils peuvent se permettre ce genre de petits écarts. Maintenant, j'espère que ça ne va pas durer trop longtemps. Et puis Thomas Pinal le dit aussi, pendant un moment, il y a beaucoup de personnes qui m'ont comparé à Michael Chandler. Michael Chandler qui attend indéfiniment Conor McGregor, mais ça n'est pas mon cas. Je n'attends pas John Jones. Si je dois affronter John Jones, c'est tant mieux. Mais moi, tout ce que je veux, c'est affronter quelqu'un et continuer mon règne. C'est vrai qu'il est en train de gâcher ses plus belles années, Thomas Pinal. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu un poids lourd aussi complet. Moi, je suis d'accord, on avait Miocic, Cormier, c'était très bon, hein. Bien sûr, on avait eu Ken Velasquez, mais lui, il y a quand même quelque chose de très particulier. On a envie de voir jusqu'où il peut aller. Et pour l'instant, malheureusement, on ne voit pas grand-chose. Pour rester chez les poids lourds, mais avec un ancien de l'UFC cette fois, Jairzinho Rozenstruik, est revenu sur les raisons de son départ de l'UFC. Il estime que sa collaboration avec la Big League a été très bonne pendant de nombreuses années, que la façon dont se sont séparés de lui a été un peu particulière, un peu brutale, mais maintenant, quand il prend un peu de recul, il le dit, si on n'avait plus rien à faire ensemble, si notre histoire était arrivée à son terme, alors il fallait se séparer. Et c'est chose faite maintenant. Sean Strickland, lui, aurait pu affronter Caio Borraio. C'est en tout cas un combat qui lui a été proposé, mais il a refusé parce qu'il connaît très bien Borraio, il connaît très bien sa famille, et donc il n'avait pas envie de monter dans l'octogone avec lui. Apparemment, Borraio, lui aussi, aurait refusé. Faut savoir que Sean Strickland, je pense, il peut se permettre ce genre de choses à ce stade de sa carrière aujourd'hui, parce qu'il a l'argent, parce qu'il a un nom, parce qu'il a une notoriété. C'est le genre de choses que tu ne peux pas forcément faire, ou en tout cas qui t'handicape vraiment pour le futur quand tu es un combattant plus jeune, plus frais. Maintenant, aujourd'hui, Sean Strickland, ancien champion, je ne sais pas s'il attend encore grand-chose de l'UFC. Rainer Derrider fait un point sur la catégorie, hein. Lui, c'est un poids moyen, je le rappelle. Il s'apprête à affronter l'ancien champion, Robert Whittaker. Alors, il ne manque pas de respect à Khamzat Chimaev, hein. Il l'a souvent dit, c'est quelqu'un de très bon. Il aura peut-être un jour la ceinture, il y a de très fortes chances. Mais il pense par exemple que Nassourdine Imavov est très complet, qu'il bouge très bien, qu'il est très détendu et très intelligent lorsqu'il combat, et que ça pourrait être pour lui un combat plus dur que contre Chimaev, pardon, même si Chimaev reste un très grand combattant. Plutôt bon pour Nassourdine Imavov de s'entendre parler ainsi, hein. Quand les autres combattants parlent de toi en de tels termes, c'est toujours très bon à prendre. Je ne sais pas, moi, Rainer Derrider, j'ai du mal à le voir casser le top 5 de la catégorie, hein. Que ce soit Chimaev, DDP, ou même Nassourdine Imavov, voire Caio Borraio. Ça serait intéressant d'ailleurs, Derrider contre Borraio. Les deux sont aux portes de rentrer dans l'élite, hein. Je pense que Imavov est en avance sur Borraio, Chimaev aussi. Donc là, on a le trio de tête, Dricus Duplessis, Nassourdine Imavov et Chimaev. Et derrière, Borraio qui est tout proche. Rainer Derrider qui arrive, donc il y a de belles choses à faire dans cette catégorie, sans parler de Hernandez s'il venait à remporter son combat face à Dolidze. Je voulais aussi faire un petit retour sur ce que je disais hier concernant Mateusz Gamrot, pardon, qui aimerait affronter Benoît Saint-Denis, parce que j'ai le message de Sling Case LOL qui me dit BSD a perdu contre Poirier et Renato en grande partie à cause du manque d'expérience. Il gagne contre un mec très loin du niveau top 15 et il remettrait les couverts directement contre Gamrot. Gamrot est encore plus bourbier que Renato. D'ailleurs, Gamrot s'entraîne souvent avec lui et Poirier, c'est vrai. Ils sont à l'American Top Team. Le niveau du sol de Gamrot est largement au-dessus de celui de BSD. Même son striking est bien mieux maîtrisé. La seule lumière que j'aperçois pour BSD, c'est la débauche d'énergie que met Gamrot dans les deux premiers rounds, qui pourrait lui coûter la victoire à partir du round 3. Mais quand je vois les ouvertures et la tête à la fenêtre de BSD à partir de ces seconds rounds, j'ai du mal à y croire.
il se fatigue encore plus vite que Gamrot, surtout que Gamrot en a fait des 3 rounds, hein, notamment contre Tsarukyan. Quand tu vas accrocher Tsarukyan sur 3 rounds, ça veut quand même dire que la caisse, elle est là, bien sûr, et tu ajoutes, j'ai l'impression qu'il a rien compris et qu'il prendra le combat. Il a besoin d'expérience et pas de brûler les étapes encore une fois. Une seconde tempête à domicile et ça sera finito. Imaginez si le premier finish à l'UFC de Gamrot arrive sur BSD. Le karma va être terrible. Il descendra du train définitivement. J'espère que j'aurai fait un pavé pour rien et qu'il me fera mentir. Écoute, c'est vrai que pour moi, Gamrot, c'est un BSD amélioré, hein, très sincèrement. Son sol est meilleur, son pied-point est meilleur. J'ai fait un épisode de podcast hier là-dessus sur Patreon, c'est gratuit. N'hésitez pas à aller voir, le lien est bien sûr dans la description de la vidéo. Et je pense qu'on aura fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux, que ce soit Discord, Instagram, TikTok et surtout Patreon gratuitement, je le rappelle, pour des podcasts exclusifs. N'hésitez pas à me suivre et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Passez tous une très bonne soirée. Salut!